troisième limite du point de vue interne, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ensemble, on va parler aujourd'hui du point de vue interne. Cette vidéo, elle va s'inscrire dans une série de 3 vidéos. Parce qu'en fait, en réfléchissant un petit peu au format qu'allait prendre cette vidéo, j'ai réalisé que j'avais énormément de choses à vous dire sur le sujet des points de vue, et du coup que ça ne rentrerait pas dans une seule vidéo, et du coup que ça serait plus pertinent de vous découper ça en 3 vidéos. Donc la vidéo d'aujourd'hui, qui sera donc sur le point de vue interne, la vidéo d'une prochaine fois, je ne sais pas encore quand c'est que je la ferai, mais qui sera sur le point de vue omniscient et le point de vue externe, et une dernière vidéo qui sera sur trouver et choisir son point de vue pour son roman. Donc aujourd'hui, on va parler très spécifiquement du point de vue interne, et je vous invite tout de suite à découvrir la suite de la vidéo. Avant de traiter du point de vue interne, j'avais juste envie de revenir sur une petite distinction qui n'est pas toujours très claire et qui est super importante quand on parle de point de vue, et notamment du point de vue interne, donc c'est pour ça que je le mets aussi dans cette vidéo-là, c'est la distinction entre narrateur et auteur. Donc l'auteur ou l'autrice, c'est vous, c'est moi, c'est vous, voilà, bref. Du coup, c'est vraiment la petite personne qui tient la plume, qui écrit, qui est derrière son clavier, alors que le narrateur, c'est au sein de l'histoire la personne qui raconte l'histoire. Donc ces deux personnes peuvent être complètement liées. Le narrateur peut être complètement transparent au profit de l'auteur qui raconte l'histoire. Mais typiquement, dans le point de vue interne, le narrateur est complètement le personnage à l'intérieur de l'histoire, puisque c'est lui qui va raconter son histoire et comment il la vit. Alors des fois, c'est pas complètement dit. Par exemple, dans Hunger Games, c'est Katniss Everdeen qui raconte l'histoire, mais jamais elle va dire « Ok, bonjour, je prends la plume pour vous raconter ça et tout ça ». Non, c'est juste clair qu'on rentre dans sa tête au moment où l'histoire débute et qu'on en sort quand la fin de l'histoire se termine. Mais par exemple, là je viens de lire un roman des éditions Aux Forges de Vulcain, dont j'aime beaucoup le travail, donc qui s'appelle Un long voyage, où là c'est vraiment une chronique, et du coup la personne qui écrit commence comme ça: Bonjour, je prends la plume pour te parler. Et là on est vraiment sur un narrateur vraiment clair qui est un personnage de l'histoire et qui raconte donc au point de vue interne. Enfin, c'est même un peu plus compliqué que ça, mais j'y reviendrai le jour où on en parlera. Et du coup, là, on est vraiment sur une distinction entre auteur et narrateur. Cette distinction pouvant être plus ou moins floue selon les cas de figure. Et on reparlera aussi de choisir son narrateur quand on parlera de choisir son point de vue, puisque je trouve que ces deux notions sont très liées. Maintenant, le point de vue interne. Alors, qu'est-ce que c'est que le point de vue interne ? C'est vraiment un point de vue où, en fait, le narrateur, justement, va se placer dans la tête du personnage, et c'est le personnage lui-même qui va raconter à la fois ses actions, ses pensées. On est vraiment dans l'œil du personnage et on suit le personnage. Donc ça peut être fait soit au jeu, donc je vous donnais tout à l'heure l'exemple de Hunger Games, où vraiment on est dans la tête du personnage qui va dire je et qui va s'exprimer du coup au jeu, à la première personne du singulier, soit au il. Donc du coup par exemple Harry Potter, où on va toujours être dans la tête de Harry Potter et on va avancer comme ça en ayant toujours Harry Potter comme point un petit peu central, à part sur les numéros. Enfin je pense qu'il est possible que vous ayez lu un petit peu ce livre, il y a moyen, et du coup à part sur effectivement les derniers tomes où il arrive qu'on se place un petit peu du côté de l'antagoniste principal, donc Voldemort, et c'est pas très clair pour le coup, mais il semblerait que ça soit plutôt parce que justement ce soit des rêves en fait d'Harry qui viennent voir ce qui se passe un petit peu en point de vue externe, ce que fait Voldemort, mais du coup c'est pas très clair, et du coup ça fait partie des trucs un petit peu flous dans la rédaction de J.K. Rowling. Mais voilà, normalement, majoritairement, le roman est écrit au point de vue interne, à partir de ce que vit Harry et ce que voit Harry. C'est comme ça qu'il va arriver finalement dans le mode des sorciers complètement émerveillé, parce que lui ne le connaît pas du tout. Donc ça, c'est pour des exemples. Donc voilà, je vous ai dit ça, je vous ai dit Hunger Games, vous avez Harry Potter en très connu aussi. En connu aussi, vous avez Game of Thrones,
qui est complètement un point de vue interne. Après, c'est un point de vue interne particulier parce que vous allez suivre plusieurs personnages. Voilà, vous avez comme ça pas mal de romans qui sont utilisés au point de vue, qui sont écrits au point de vue interne. C'est un point de vue qui est très courant, comme le point de vue omniscient qu'on verra donc la prochaine fois. Ça fait partie des points de vue qui sont les plus utilisés et qui sont les plus appréciés. Ceci étant, ça reste un point de vue avec forcément des avantages et des limites. Je vous les donne là, pas pour vous dire ne prenez pas ce point de vue, parce que de toute façon vous allez voir que tous les points de vue que je vais vous exposer ont des avantages et des limites. Je vous le dis plus pour vous permettre de, si vous utilisez, si vous choisissez ce point de vue, de vous dire ah attends, on m'a dit qu'il y avait ces limites là, je vais essayer de les contourner, je vais essayer d'y réfléchir de façon à ne pas tomber dans le panneau. Donc concernant les avantages du point de vue interne, clairement le premier avantage c'est l'émotion qu'il procure. C'est-à-dire que quand vous allez vous positionner dans la tête d'un personnage, vous allez automatiquement générer chez le lecteur un attachement à ce personnage. Ça marche, je ne vais pas dire ça marche à tous les coups, mais presque. Et du coup, vous allez comme ça pouvoir générer une émotion, un attachement. Vous allez pouvoir décrire au lecteur l'ensemble des pensées qu'a votre personnage, et comme ça, vous allez avoir un personnage que vous allez pouvoir faire comprendre. Et c'est vraiment super intéressant. Deuxième avantage du point de vue interne, c'est le suspense qui va se générer à partir de ça. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, comme vous allez suivre uniquement le personnage, vous n'allez pas forcément voir tout ce qui se passe autour et le personnage va découvrir les choses petit à petit. Et potentiellement, vous allez pouvoir glisser des indices par des choses que les autres personnages vont dire, par des choses que le personnage va repérer mais pas être sûr. Des petits indices comme ça qui vont faire monter le suspense et qui vont complètement l'inculquer et le faire et le rendre important. Donc ça c'est le deuxième avantage. Troisième avantage, c'est que le point de vue interne peut réellement impacter sur le format de votre, sur le ton de votre texte et sur l'identité de votre texte. Je pense à Hunger Games là encore. Clairement, le choix du jeu dans Hunger Games ajoute toute la touche de dynamisme, toute la touche d'excitation du personnage en fait. Enfin, si on n'était pas dans Katniss Everdeen, je pense qu'on l'aurait vécu totalement différemment. Et ça aurait été raconté totalement différemment. En fait, le choix du personnage et le choix du personnage narrateur a un réel impact sur l'histoire. Mais, ceci étant, il y a quelques points négatifs à utiliser le point de vue interne. Le premier point, c'est si justement vous n'arrivez pas à rendre votre personnage intéressant et sympa. Je vous donne un exemple. Typiquement, moi, dans Game of Thrones, je n'arrive pas, alors je vais peut-être partie des seules personnes qui sont comme ça, mais je n'arrive pas à m'attacher au personnage de Daenerys. C'est vraiment un personnage que je ne peux pas saquer. Je n'y arrive pas. Vous allez peut-être m'insulter dans les commentaires, mais c'est très personnel, je n'y arrive pas. Voilà. Et du coup, à chaque fois qu'arrivent ces chapitres, je n'arrive pas à m'y attacher. J'ai limite envie de sauter le chapitre parce que ça me passe dessus, floup. Et c'est un petit peu... voilà. Et du coup, si vous écrivez tout un roman avec un personnage comme ça auquel on n'arrive pas à s'attacher, ou auquel quelqu'un n'arrive pas à s'attacher, parce que pour le coup, Daenerys, je pense que c'est moi et c'est moi seul le problème. Hein. Je n'entends pas que le personnage n'est pas bien fait ou quoi que ce soit, c'est pas ça le problème, je pense. Je pense que c'est vraiment moi qui ai un problème avec ce personnage-là. Et du coup, si un lecteur effectivement prend en grippe votre personnage, il y a moyen qu'il passe un très mauvais quart d'heure et qu'il arrête totalement de lire le texte. Et c'est ça qui est un peu dommage avec le point de vue interne. C'est vrai que comme vous êtes vraiment centré sur un personnage, il peut y avoir comme ça des phénomènes un peu de distanciation aussi. Là où ça va créer de l'émotion, ça peut aussi créer une sorte de fracture non réductible, quoi. Deuxième point, quand vous êtes vraiment centré sur un personnage en partie, il peut arriver que en fait, les autres personnages paraissent très mollassons, paraissent un petit peu transparents. Et que du coup, on a du mal par contre, autant on puisse s'attacher au personnage principal, autant on a du mal à s'attacher aux personnages qui vont graviter autour. Parce que du coup, comme tout est fait à travers les yeux du personnage principal, peut-être que les autres personnages vont paraître un petit peu transparents. Il est important de donner du corps aussi au personnage extérieur pour éviter qu'on soit trop centré sur toujours le personnage principal. Troisième limite du point de vue interne, c'est qu'il faut que vous soyez extrêmement conscient de ce que voit votre personnage et connaît votre personnage. C'est-à-dire que d'une part, je vous parlais tout à l'heure de Harry Potter arrivant dans le monde des sorciers,
Si Harry Potter, arrivant dans le monde des sorciers, avait été capable de tout savoir sur le monde des sorciers, ça aurait été bizarre, parce que du coup, il ne le connaissait pas. Donc, comment peut-il savoir que là, c'est un gobelin, là, c'est un je ne sais quoi, là, c'est une ouivre. Enfin, il peut pas savoir ça, puisque c'est la première fois qu'il a un contact avec le monde des sorciers. Et du coup, ça va vous obliger à réfléchir un petit peu à comment vous allez pouvoir introduire des nouvelles choses. Par exemple, dans ce cas-là, c'est ça, c'est comment introduire de nouvelles choses dans son monde. Mais dans certains autres cas, ça va être comment je décris cette scène. Imaginons votre personnage, il rentre dans la maison de son enfance. Il va certainement pas la décrire comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Ça fait 45 ans qu'il y vit. Bon, potentiellement, il y a des trucs, il les voit même plus, parce qu'en fait, c'est évident qu'il y a une table à cet endroit-là, ça fait 45 ans qu'ils contournent cette table. Donc, il va falloir réfléchir à des moyens, ça peut être par exemple, ça fait 45 ans qu'il est là, mais là, il revient pour la première fois depuis longtemps, donc peut-être qu'il voit des nouvelles choses, donc tiens, cette chose-là n'était pas là quand j'étais petit, cette chose-là est là depuis que je l'ai cassée avec un ballon et qu'elle a remplacé une autre chose. Enfin, mais du coup, vous êtes obligé finalement de trouver un petit peu des stratagèmes pour la description. De même, imaginons que vous êtes en plein combat, votre personnage ne va pas être en train de décrire ce qui est en train de se passer à 50 mètres de là. Il est en train de se faire taper dessus par une épée. Potentiellement, le seul truc qui compte là, au moment T, c'est l'épée qui lui tombe sur le coin de la figure. C'est pas son pote potentiellement qui est en train de se faire découper à côté, quoi. Ou oui, mais il faut vite qu'il revienne quand même à l'instant présent, quoi. Donc c'est ça en fait, c'est plus le côté vraiment réussir à prendre la place du personnage pour que ça soit réaliste et que finalement on se lance pas dans une grande description débraillée, une grande description débridée alors que voilà le personnage est en train de se faire taper dessus quoi. Ou effectivement qu'il sache tout alors qu'il n'a encore jamais connu cet espace-là, il peut pas savoir s'il n'a jamais rencontré un personnage tel, il peut pas savoir que c'est l'arrière-grand-mère, du grand-père, du tonton, voilà, il peut pas savoir ce genre de choses, donc voilà, l'idée ça va vraiment être de bien réfléchir à qu'est-ce que c'est votre personnage, qu'est-ce que voit votre personnage, qu'est-ce que vit votre personnage, et qu'est-ce que c'est logique qu'il puisse exprimer au moment où ça arrive. Donc ça c'est tout un travail à faire et c'est très important de le faire pour que votre roman soit crédible. C'est typiquement, je vous parlais d'Hunger Games avant, mais c'est ce que je trouve qui est bien fait dans Hunger Games, c'est que finalement il y a vraiment des temps de description et des temps d'action et je trouve que c'est assez bien rendu dans ce livre-là. Surtout sur les deux premiers. Le troisième je suis un peu plus mitigée, mais sur les deux premiers je trouve que c'est vraiment bien fait. Et du coup, sur le point de vue interne, moi ce que j'avais aussi envie de traiter, et donc ça va être la deuxième partie de la troisième partie du coup de cette vidéo. Ce que j'avais aussi envie de traiter sur le point de vue interne, c'était le cas particulier du jeu. C'est-à-dire que il y a énormément d'auteurs, et notamment de jeunes auteurs, et je me place dedans parce que j'ai commencé comme ça aussi, qui utilisent le jeu en se disant ok c'est le plus simple. C'est la narration qui me vient le plus naturellement, c'est ce qui me paraît le plus évident. Alors que, clairement, la narration en jeu, je vais pas dire que c'est la plus compliquée à maîtriser, mais ça fait partie des narrations qui sont les plus difficiles parce qu'il y a plein de limites liées au jeu, et c'est ça dont j'avais envie de vous parler. Première limite du jeu, c'est qu'il ne faut pas faire un personnage parfait. Et souvent ça vient aussi avec le fait d'être un nouvel auteur, parce que du coup on va avoir tendance à faire une version amplifiée de soi-même et c'est notre propre voix d'auteur qu'on donne à notre personnage et c'est nous-mêmes qui voyons les choses et en fait le fait d'utiliser le jeu rend finalement la distanciation entre auteur, narrateur et personnage complètement très compliquée à gérer et on va se retrouver avec une sorte de personnage qu'on appelle Marissou. C'est un personnage en fait parfait, enfin sans défaut, qui est un peu une version amplifiée de nous-mêmes. Donc elle est belle, elle est intelligente, elle est hyper souple, elle est hyper agile, tout le monde est amoureux d'elle, enfin vous imaginez un peu le personnage parfait comme ça. Et ça c'est un réel risque et avec le jeu on l'amplifie encore parce que du coup on va venir se mettre à l'intérieur de ce personnage et du coup c'est un peu dangereux. Deuxième limite du jeu, c'est qu'on va pouvoir facilement se perdre un peu dans des monologues où on va finalement se concentrer sur les pensées du personnage, se concentrer sur les ressentis du personnage et finalement ne pas faire du tout avancer l'histoire. On va être complètement dans sa tête et pas du tout sur qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il est en train de faire,
Et du coup, on va tomber sur l'écueil qu'on appelle, bah, donc, on entend souvent le show don't tell, montre, ne raconte pas. Et là, c'est un petit peu ça, c'est qu'en fait, du coup, vous allez raconter ce qui se passe dans la tête du personnage, mais vous n'allez pas du tout montrer ses interactions avec autrui, avec l'extérieur. Et du coup, il y a comme ça, sur des romans en jeu, des scènes entières qui portent sur le personnage qui se torture la tête pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et du coup, ce qui peut arriver en vrai, hein, on a des moments où on est en dualité vis-à-vis de nous-mêmes, mais voilà. C'est vrai que du coup le lecteur va se retrouver un peu coincé dans la tête du personnage et c'est pas forcément un sentiment qui est hyper agréable. Le troisième écueil du jeu, c'est la répétition. Parce que autant quand vous allez dire il, vous allez pouvoir dire le prénom, vous allez pouvoir dire le jeune homme, vous allez pouvoir dire, je sais pas, il y a plein de choses que vous allez pouvoir dire. Autant je, à part je, il y a je. Hein, et du coup, vous allez vous retrouver dans je. Après, si c'est un groupe, ça va être nous. Et puis si on est en plus sur un groupe qui est au passé simple, on va se retrouver sur nous fûmes, nous fîtes, vous fîtes, ils firent, et nous trouvâmes, nous fîmes, nous cherchâmes. Et alors, bien sûr, c'est du français très correct et c'est normal de l'utiliser, mais ça peut être un peu lourd. Et du coup, quand c'est pas maîtrisé, ça peut être encore plus lourd. Et en plus, quand il va falloir se projeter un petit peu dans la tête des gens, vous allez avoir des trucs du genre et j'ai eu l'impression qu'il vivait la chose comme ça. Et j'avais le sentiment qu'il ressentait ça. Et enfin, et très souvent, vous allez vous retrouver avec des trucs un peu lourdingues. Et du coup, bah, si c'est votre premier roman, vous allez peut-être encore avoir plus de difficultés à maîtriser les phrases de façon à ce que, bah, d'alléger finalement cette narration. Non. Et du coup, c'est ça. Donc en fait, vous allez avoir comme ça, lié au jeu, pas mal de limites qui vont être renforcées par le fait que souvent, c'est un choix qu'on fait parce qu'on commence à écrire et que c'est une forme qui nous intéresse énormément. Et il n'y a aucun problème à ça. D'ailleurs, je l'ai fait aussi, et c'est pas pour ça que j'ai fait des bons romans d'ailleurs. Il y a eu des ratés. Mais du coup, c'est pas forcément négatif de faire ça. Mais voilà, juste attention à bien prendre compte des potentielles limites de cette forme du jeu et à essayer de faire attention à ça. Voilà, bah écoutez, j'en arrive à la fin de cette vidéo sur le point de vue interne et le cas particulier du jeu, donc du coup qu'on a aussi évoqué. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous proposerai donc de retrouver très vite, d'ici quelques semaines, les prochaines vidéos qui seront donc sur les autres points de vue et sur trouver son point de vue pour son roman. D'ici là, ben, n'hésitez pas vous déjà à me dire si vous utilisez le point de vue interne. Comment vous le gérez? Est-ce que ça vous paraît difficile? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'il s'est imposé à vous naturellement? Parce que c'est aussi le cas souvent sur les points de vue. Et comment vous l'utilisez dans vos romans. Et puis bah, n'hésitez pas aussi du coup à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!